la nécessité de revenir aux racines de la colère. Ces racines de la colère, à mon avis, elles s'originent dans le caractère incompréhensible des raisons de la souffrance sociale. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a tous... je remarque que personne dans l'Assemblée n'a grosso modo contesté la grille de lecture que j'ai proposée. Si vous ne l'avez pas contestée, c'est qu'elle vous paraît bien désignée, à peu près, hein, ce sont des approximations, ce que vous percevez du monde. Mais nous ne sommes pas exceptionnels, même si on est réunis par le CRAGEP, ce qui est inouï. On n'est pas exceptionnels. Donc je veux dire, on peut envisager qu'on est ici devant un groupe tout à fait ordinaire de citoyens. En tout cas, moi je ferai cette hypothèse-là. Et donc, si nous pouvons avoir l'intelligence commune de la situation, la frustration dont on parle, je crois qu'elle naît et qu'elle se développe parce que ce qui se passe n'a pas de sens. Vous voyez, les Français ont vécu des périodes beaucoup plus difficiles de leur histoire, je veux dire, où massivement on a faim et on a peur, hein, et on a froid. Donc la question n'est pas là. La question est que ça n'a pas de sens. Et donc le caractère insensé de la situation est, je crois, le lieu de naissance et de développement de la souffrance en question. Le caractère insensé. Parce qu'on a tous, je crois, l'intuition de l'université coopérative. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait faire tout à fait autrement. Mais, voilà, on ne nous autorise pas à le faire. Donc, je crois que la question de... Maintenant, je saute sur l'intervention d'Yves Guerre, qui disait, oui, pourquoi on devrait faire de l'éducation populaire généralisée, ça, on est d'accord là-dessus depuis longtemps. On peut même remonter à un siècle et demi, hein, notre accord avec les socialistes utopistes. Hein. Par contre, la question de la méthode est la question centrale. Donc, comment faire ? Alors, je ne crois pas que les associations d'éducation populaire soient le lieu attendu. Tout simplement parce qu'elles ont le même défaut que la plupart des opérateurs culturels, qui est de s'être isolées ou retranchées dans un champ culturel. Donc, tant qu'elles ne travaillent pas à l'extérieur d'elles-mêmes, sortir de l'entre-soi, hein, tant qu'elles ne travaillent pas à l'extérieur d'elles-mêmes, dans la chair sociale, une chose extrêmement concrète, si elles croient que le champ éducatif peut continuer à être autonome, elles se trompent, évidemment. Donc l'enjeu n'est pas tant les fédérations ou les associations d'éducation populaire, il est dans les pratiques sociales. Je continue. Il est dans les pratiques sociales. Ça veut dire que dans toutes les pratiques sociales, il est aujourd'hui, je crois, disponible une intelligence sociale qui ne demanderait qu'à s'épanouir dans des conflits positifs. On va prendre un bête exemple. Bête exemple parce qu'on commence tout de même un peu à le sentir, celui-là. Notre mode de production agricole industrielle se casse la gueule. Hein, c'est de notoriété publique. Notre mode de transformation agroalimentaire est ignoble et se casse la gueule. C'est de notoriété publique aussi. Donc, à la fois naissent des acteurs, pour l'instant marginaux, de l'agriculture, qui ont compris qu'il fallait faire une agriculture intégrée de petite dimension, et autour d'eux naissent des citoyens convaincus dans des groupes d'achat collectifs, hein, qu'effectivement, en faisant de l'économie circulaire et courte, hein, on peut retrouver un sens à l'économie. Retrouver un sens à l'économie. Je prends l'exemple de l'agriculture, je pourrais prendre n'importe quel exemple. Je prends une autre production industrielle, c'est la production industrielle de la distribution des savoirs. Ça s'appelle les écoles.
Je suis persuadé que l'école est comme l'agriculture industrielle en panne. Distribuer des morceaux de connaissances sur des tranches d'enfants pendant des blocs d'heures, ça s'appelle Charlot dans les temps modernes, à l'école aujourd'hui. Bien. Il n'y a plus de raison de faire l'école comme ça. La revendication des ados, j'ai déjà pu l'expérimenter à pas mal d'endroits, vous leur dites, écoutez, on va se rassembler, on va discuter de l'école, mais tout de suite pour se mettre d'accord que l'école n'est pas un lieu qui a beaucoup de sens, sauf pour celui de se retrouver, oui, d'accord. Et puis, on travaille un peu. Enfin, j'ai fait ça avec 600 jeunes, il n'y a pas si longtemps. 600 jeunes. Je dis, vous vous réunissez par groupe de 6 pendant 6 minutes. Hein, c'est un vieux truc d'éducation populaire. Et vous sortez une proposition pour en sortir de cette école qui ne vous convient pas. Eh bien, j'ai fait la somme à partir des 100 délégués des 600 groupes. J'ai fait la somme des revendications de connaissances des ados. Ils ont envie de comprendre le monde. Ils n'ont pas envie d'apprendre les mathématiques, la géographie et l'histoire. Ils ont envie de comprendre le monde. Ce qui est exactement la chose que ne se propose pas de faire l'école. D'accord ? L'école moderne s'est instituée par un prélèvement très particulier des savoirs, une abstraction de ces savoirs, et donc une artificialisation de ce savoir, de manière à ce que ce savoir ne soit pas connecté ni connectable à la réalité sociopolitique. Donc je crois que les enfants sont en appétit de comprendre le monde, mais qu'on ne leur permet pas de comprendre le monde à l'école. Donc, exactement comme les nouveaux agriculteurs appuyés sur les groupes d'achat collectif, il faut faire des nouveaux agriculteurs de la connaissance appuyés sur des groupes d'échange de savoir. Exactement. La santé. On peut continuer comme ça dans tous les domaines de la réalité. Hein. L'industrialisation des soins de santé a fait des preuves de capacité, de prouesse technologique, certes, mais c'est considérablement éloigné de la santé. Et donc la question de la production de la santé, non pas des soins de santé, mais de la santé, peut elle aussi faire l'objet d'une autre agriculture de ce qu'est le développement et la conservation d'une qualité de vie avec son corps. Je crois que là encore, il y a de l'agriculture à faire, vous voyez ? Je peux comme ça jusqu'au soir, avec vous, explorer tous les champs de réel que j'ai conceptuellement appelés tout à l'heure fonctions collectives. Et toutes ces fonctions collectives, on peut les découvrir aujourd'hui à partir du moment où on accepte le postulat de base que les citoyens, les travailleurs et les usagers disposent d'assez de capacités de compréhension de la réalité pour ne plus s'ordonner à des systèmes hiérarchiques. Ne plus s'ordonner à des systèmes hiérarchiques. Là est donc la question de la méthode. Dans toutes les réalités sociales, nous pouvons investir la sortie des hiérarchies. Et donc, si on sort des hiérarchies, je rebondis sur la question du politique, je crois qu'effectivement le plus raisonnable est de garder des représentants, mais de les choisir par la méthode du tirage au sort. Je crois que ce n'est pas un hasard si, sur le plan de la philosophie politique, l'hypothèse du tirage au sort est en train de monter. Il y a un remarquable ouvrage qui vient d'être fait par un citoyen belge flamand, celui qui a écrit Congo, qui est un ouvrage gigantesque sur la colonisation belge. Et donc ce journaliste flamand, cet historien, vient de sortir un bouquin qui a un succès fou en Belgique sur le tirage au sort. Donc le tirage au sort est beaucoup plus intéressant que le système particratique, parce que le tirage au sort, il affirme métaphoriquement que nous sommes tous capables. C'est tout. Tous capables. C'est une question d'occasion, une question de mise en situation. Mettons-nous en situation. C'est ça la méthode. Dans tous les champs de la réalité, mettons-nous en situation de fonctionnement non hiérarchique. Récemment, j'ai été dans le territoire de Belfort. Il y avait là un rassemblement à l'initiative de Culture 21. Culture 21 est un réseau français
qui s'ordonne à ce qu'on appelle l'agenda 21 pour la culture, dans le cadre de ce qu'on appelle le développement durable. Le réseau Culture 21 porte l'enjeu de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels, dont j'ai parlé. Mais ils sont passés aux travaux pratiques, question de méthode. Travaux pratiques. Dans le département, dans 4 départements, Culture 21 a noué un accord avec 4 départements pour expérimenter un inventaire pratique des situations problématiques à partir des droits culturels. Ça s'est traduit comment? Eh bien, moi, en tout cas, à Belfort, quand j'ai été invité il y a quelques mois, j'ai assisté au séminaire des accueillantes de services publics qui, pendant 1 an, ont fait un travail de collection de leur expérience du monde à travers leur fonction d'accueil. Donc, les gens qui sont à l'entrée des services publics, à l'entrée des administrations communales, enfin municipales, à l'entrée des hôpitaux, à l'entrée des services sociaux. Vous voyez, fonction d'accueillant, fonction typiquement dominée, typiquement féminine aussi. Beaucoup d'agents d'accueil sont des agentes accueillantes. Eh bien, l'expérience du monde qui se trame dans la fonction d'accueil des services publics, c'est génial. Il y a là un trésor de connaissances du monde que j'ai eu l'immense plaisir de découvrir en compagnie des accueillantes. Mais c'est quelque chose d'absolument passionnant de voir quelle est l'expérience du monde dans la fonction d'accueil des services publics. Mais c'est évidemment une situation potentiellement insurrectionnelle. Si les accueillants peuvent réfléchir, si on reconnaît qu'elles peuvent réfléchir au monde à partir de leur fonction d'accueil, et qu'on accepte d'entendre ce qu'elles disent, ce sont les politiques publiques qu'il faut changer. C'est-à-dire les politiques de domination et des politiques de hiérarchie.